voici au module 4. Décidément, on avance. Voyons maintenant les accessoires de plongée et la santé en plongée. Après, nous parlerons des sujets liés à la respiration en profondeur et nous finirons par un aperçu de votre 4e plongée en milieu protégé. Vous connaissez les éléments principaux d'un scaphandre. Voyons donc les accessoires qui rendent la plongée plus amusante et plus pratique. Lors d'une plongée du rivage et parfois même d'un bateau, vous pouvez utiliser une bouée de surface. Elle sert à se reposer, à flotter s'il y a un problème, à porter des accessoires ou à porter un pavillon de plongée. Elle peut aussi marquer un site de plongée pour y revenir après un intervalle de surface. Parfois, vous ancrez le flotteur et vous restez alentour. Parfois, vous le tractez et vous couvrez une plus grande zone. Utilisez alors un dévidoir pour éviter l'emmêlement et ne le fixez pas sur vous. Vous pourrez ainsi le lâcher s'il est accroché ou si un bateau l'entraîne. Le flotteur sert souvent à installer un pavillon de plongée. Là où il y a des plongeurs, il y a souvent des bateaux, du ski nautique et d'autres sports aquatiques. Le pavillon sert à vous signaler et pour des raisons de sécurité, les lois locales l'exigent souvent. Lequel des deux pavillons utilisés dépend du lieu et vous pouvez parfois utiliser les deux, notamment sur un bateau. Les lois locales peuvent stipuler la distance entre vous et le pavillon, ainsi que la distance que les bateaux doivent respecter. S'il n'y a pas de loi, restez dans un rayon de 15 mètres. Les bateaux doivent passer à une distance située entre 30 et 60 mètres. Mais les bateaux ne voient ou ne connaissent pas toujours ce pavillon. Si vous entendez un moteur, restez au fond. Une fois le bateau passé, remontez prudemment près du pavillon. Une lampe de plongée n'est pas seulement utile de nuit, mais de jour aussi pour voir dans les failles ou faire apparaître les couleurs en plongée plus profonde. Une ardoise ne coûte pas cher et prend peu de place, mais c'est le meilleur moyen de communiquer si votre message est trop compliqué pour les signes manuels. Vous pouvez l'emporter dans la poche du stab, au dos de votre console ou à votre poignet. Il n'y a rien de plus frustrant que de rater une plongée à cause d'une sangle de palme cassée. Pour éviter cela, ayez des pièces de rechange pour tout ce qui casse ou se perd, ainsi que quelques outils dans une boîte étanche dans votre sac. Vous serez surpris du nombre de fois où ce kit fait la différence entre s'amuser et regarder les autres s'amuser. Votre carte d'Open Water Diver est comme un diplôme. Elle indique que vous avez réussi la formation. Votre carnet de plongée témoigne de votre expérience. Il montre aux dive masters et autres professionnels ce que vous avez fait depuis cette formation. Le carnet de plongée est une preuve d'expérience souvent exigée pour des formations ou sur des bateaux de plongée. Il vous faut un carnet pour vous rappeler de vos plongées, pour prouver votre expérience et pour noter des détails qui vous serviront plus tard. La plongée est relaxante, mais reste active. Il faut donc être en bonne santé. Même si vous planifiez vos activités pour éviter les efforts, elles sont parfois fatigantes et il faut être suffisamment en bonne forme et en bonne santé pour les gérer. Bonne santé et bonnes habitudes. Évitez l'alcool, le tabac ou les médicaments avant la plongée. L'alcool et les médicaments peuvent altérer votre jugement et augmenter le risque d'accident de décompression. Modérez votre consommation d'alcool pour éviter la déshydratation qui favorise l'accident de décompression. Si vous prenez des médicaments, discutez des effets avec votre médecin. En cas de doute, ne plongez pas. Fumer est mauvais pour la santé et peut interférer avec une vie active. Si vous fumez, abstenez-vous quelques heures avant et après la plongée. Fumer augmente théoriquement le risque de surpression pulmonaire, même en respirant normalement. Ne plongez pas si vous ne vous sentez pas bien. Plonger avec un rhume peut causer des problèmes d'équilibrage des oreilles et des sinus. Au niveau de la poitrine, cela peut bloquer de l'air et vous risquez une surpression pulmonaire. Attendez d'être guéri. Ne prenez pas de médicaments contre le rhume pour pouvoir plonger.
Passez un examen médical quand vous commencez la plongée, puis au moins une fois tous les 2 ans. Soyez en forme et à jour pour ce qui concerne vos vaccins, en particulier tétanos et typhoïde. Mangez et reposez-vous bien. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète, mais juste en bonne santé. La forme, c'est aussi conserver ses techniques et ses connaissances. Le mieux est de plonger souvent, d'essayer de nouvelles choses et de nouveaux sites. Si vous arrêtez la plongée quelque temps, pas de problème. Revoyez les informations du cours Open Water Diver PADI et demandez à un centre PADI d'effectuer un programme Scuba Review. Le Scuba Review rafraîchit vos connaissances et techniques. Vous pouvez le faire en une demi-journée. Pour les femmes, il y a le cycle menstruel ou la grossesse. Les règles ne devraient pas vous empêcher de plonger si elles ne vous gênent pas pour d'autres loisirs actifs. On ne sait pas grand-chose sur les effets de la plongée sur le fœtus, et il est recommandé à une femme enceinte ou désirant l'être de ne pas plonger. Jusqu'ici, vous avez appris beaucoup sur les effets directs de la respiration sous l'eau. Pourquoi respirer lentement et profondément? Pourquoi ne pas bloquer sa respiration? Il y a quelques effets indirects posant problème. Heureusement, vous pouvez les éviter en respectant des règles simples. Pour bien comprendre ces effets, il faut savoir que l'air est composé à 79% d'azote et à 21% d'oxygène. Votre corps utilise l'oxygène mais ne consomme pas l'azote. L'air respiré en plongée est le même qu'en surface, mis à part qu'il est filtré pour éliminer les impuretés et l'humidité. Le premier problème possible, très rare, est l'air contaminé. Cela peut arriver à cause du compresseur ou de son système de filtration qui donne une mauvaise odeur ou un mauvais goût à l'air. Heureusement, l'air contaminé est rare car les centres de plongée connaissent la gravité de ce problème et font régulièrement tester leur air. Évitez ce problème en ne faisant gonfler votre bouteille que par des professionnels. Ne faites jamais remplir votre bouteille par un compresseur d'air qui n'est pas spécialement conçu pour la plongée. Ne plongez pas avec de l'air ayant une odeur ou un goût, même s'il vient d'une véritable station de gonflage. Attention, l'air contaminé peut être sans odeur ni goût. En cas de malaise ou maux de tête, stoppez la plongée. Respirer de l'air contaminé peut provoquer maux de tête, nausées et même perte de connaissance. On peut avoir les lèvres et les ongles rouges vifs, mais c'est difficile à voir sous l'eau. Si quelqu'un a respiré de l'air contaminé sous l'eau, donnez-lui de l'oxygène et pratiquez la respiration artificielle si nécessaire. Contactez un médecin pour le plongeur. Si vous soupçonnez de l'air contaminé, gardez-le pour analyse, mais ne plongez pas avec. Autre forme d'air contaminé, les fumées d'échappement d'un bateau. Restez à l'air libre pour éviter cela. Les plongeurs loisirs utilisent parfois de l'air enrichi appelé nitrox, qui contient plus d'oxygène que l'air. Vous pouvez ainsi rester plus longtemps à certaines profondeurs, mais cet air enrichi peut causer des problèmes liés à l'oxygène dans les limites de la plongée loisir. Pour plonger à l'air enrichi, vous devez suivre une formation et avoir un brevet spécifique. Ne plongez pas à l'air enrichi et ne faites pas gonfler de bouteilles à l'air enrichi sans avoir été formé et breveté pour cela. Même si le corps n'utilise pas l'azote, ce gaz devient toxique sous pression. On en ressent les premiers effets à partir de 30 mètres et plus profond. C'est la narcose à l'azote. La narcose n'est pas dangereuse en soi, mais elle gêne la coordination et le jugement. Elle peut provoquer une fausse sensation de sécurité et un comportement incohérent. Ces symptômes peuvent entraîner un accident ou une mauvaise réaction en cas d'urgence. Si vous ressentez la narcose ou si votre binôme a un comportement bizarre,
remontez de quelques mètres. Cela disparaît vite. On évite la narcose en évitant de plonger profond. Vous avez appris que vous aviez des limites de temps sous l'eau, en plus du stock d'air, du confort et de la fatigue. Ces limites sont liées à l'azote contenu dans l'air respiré, azote qui se dissout dans les tissus du corps lors d'une plongée. Cela est causé par l'augmentation de pression. Les deux facteurs principaux déterminant cette absorption d'azote en excès sont la profondeur à laquelle vous descendez et le temps que vous passez sous l'eau. Plus profond et plus longtemps égale plus d'azote. Remonter vous soumet à une pression plus faible. L'excédent d'azote reprend alors sa forme gazeuse et commence à s'éliminer. Votre corps n'utilise pas l'azote. Et ce qui entre doit ressortir. Tant que cet azote en excès reste dans des limites raisonnables, grâce aux tables et ordinateurs de plongée, il est éliminé sans créer de complications. Mais si vous dépassez les limites de temps et de profondeur, l'azote reprend sa forme gazeuse plus vite que votre corps ne peut l'éliminer, formant des bulles dans les tissus. Cela provoque l'accident de décompression, parfois appelé bend. Le temps et la profondeur sont les facteurs principaux influençant l'absorption et l'élimination d'azote. Mais il existe d'autres facteurs, comme la fatigue, déshydratation, effort physique violent, froid, âge, maladie, blessure, alcool et excédent de poids. En plus de ces 9 facteurs, plonger en altitude et prendre l'avion après la plongée requiert des procédures spéciales, examinées plus en détail dans le module 5. Vous devez donc toujours plonger dans les limites des tables ou des ordinateurs et faire particulièrement attention si l'un des facteurs secondaires s'applique à vous. Laissez toujours une marge confortable entre votre temps de plongée réel et le temps que vous permettent vos tables ou ordinateurs. Les bulles peuvent se former n'importe où dans le corps, variant les symptômes de l'accident de décompression. Cela comprend paralysie, choc, faiblesse, vertige, engourdissement, démangeaison, difficultés respiratoires et divers degrés de douleur aux articulations. Dans les cas les plus graves, il peut y avoir perte de connaissance et mort. Les signes et symptômes peuvent être discrets, comme une douleur diffuse, pas nécessairement dans une articulation. Il y a aussi faiblesse, sensation de tête vide et fatigue persistante. Les symptômes surviennent généralement entre 15 minutes et 12 heures après la plongée. Ils apparaissent et empirent progressivement. Quelle que soit la gravité des symptômes, pensez à un accident de décompression sérieux. La surpression pulmonaire et l'accident de décompression, bien que d'origine différente, produisent des signes et symptômes similaires. On les appelle tous les deux maladies de décompression, car il est inutile de les différencier pour assister un plongeur. Les premiers secours sont les mêmes que dans le module 3, y compris allonger le plongeur et lui donner de l'oxygène. Contactez les secours médicaux locaux et les secours de plongée, ou le caisson de recompression le plus proche. Vérifiez la respiration, le pouls et l'état de choc du plongeur. Pratiquez une ventilation artificielle ou une RCP si nécessaire. Allongez le plongeur inconscient sur le côté gauche, soutenez sa tête et administrez de l'oxygène comme vous l'avez vu dans le module 3. Ne retardez pas les premiers secours et l'évacuation pour la recompression en caisson. Plus le traitement commence tôt et moins il y a de risque de séquelles permanentes. L'accident de décompression est un problème grave et vous en réduisez les risques en respectant les limites de temps et de profondeur. Vous évitez la surpression pulmonaire en respirant continuellement sans retenir votre souffle. Il faut donc remonter lentement, avec une pause à 5 mètres, appelée palier de sécurité. Nous verrons cela dans le module 5. Votre corps ne tolérant qu'un certain niveau d'azote, comment connaître ce niveau et ne pas le dépasser? Devinez. En utilisant des tables ou un ordinateur qui correspondent à un modèle mathématique conçu pour calculer le niveau théorique d'azote dans votre corps. Mais ce n'est qu'un modèle mathématique.
Il ne peut prendre en compte les variations individuelles. Restez donc bien au-dessous des limites indiquées par vos tables ou ordinateurs, en particulier si l'un des facteurs secondaires s'applique à vous. Rappelez-vous, comme les gens diffèrent dans leur susceptibilité à l'accident de décompression, aucune table ou ordinateur ne peut garantir l'absence d'accident de décompression, même en restant dans les limites des tables ou ordinateurs. Planifiez la plongée bien en deçà des limites et le risque sera minime. Cela dit, le seul moyen d'éliminer complètement ce risque est de ne pas plonger. En tant que plongeur loisir, vous prévoyez toutes vos plongées sans palier. Cela veut dire que vous pouvez toujours remonter directement en surface sans effectuer de palier et sans risque réel d'accident de décompression. C'est une plongée sans palier obligatoire, bien que vous en fassiez généralement un par précaution supplémentaire. Les tables existent depuis 1907 et furent les premiers outils de planification de plongée avant l'arrivée des ordinateurs dans les années 80. Même si vous utilisez un ordinateur, vous apprendrez à utiliser des tables. D'abord parce que cela vous aide à comprendre ce que fait l'ordinateur et parce que celui-ci peut tomber en panne. Si vous avez des tables, vous ne devrez pas vous passer de plongée. La plupart des tables furent conçues pour la plongée militaire ou professionnelle. Mais vous utiliserez la table de plongée loisir, la TPL, seule table conçue et testée exclusivement pour la plongée loisir sans palier. Vous apprendrez à l'utiliser soit en version table, soit en version roue. Les ordinateurs de plongée font la même chose que les tables et de la même manière. Ils calculent combien d'azote se trouve théoriquement dans votre corps. Ils ne sont pas plus ou moins valables que les tables de plongée. Ne laissez donc pas l'électronique vous impressionner. Quels sont les avantages de l'ordinateur? Les tables imprimées fournissent des profils de plongée et votre profil réel est une approximation. L'ordinateur intègre un profondimètre, un timer et un programme qui génère une table correspondant à votre profil exact, mise à jour en temps réel. Les ordinateurs sont plus faciles à utiliser et réduisent l'erreur humaine. Les tables supposent que vous passez tout votre temps à la plus grande profondeur atteinte, alors que les ordinateurs vous donnent plus de temps sur un profil à multiniveau en vous créditant du temps à moindre profondeur. La version roue de la TPL permet le multiniveau mais de façon moins précise car l'ordinateur suit votre profil exact. Les ordinateurs calculent votre taux d'azote dans la journée, ce que les tables font aussi, mais pas automatiquement. Les ordinateurs possèdent aussi des inconvénients, le principal étant la panne avant, pendant ou après la plongée. Ayez toujours des tables de secours. Les ordinateurs fournissent aussi des calculs pour des plongées non recommandées. Ne devenez donc pas complètement idiot sous prétexte que vous enclenchez votre ordinateur. Enfin, les ordinateurs accordent plus de temps sans palier mais suppriment la marge de sécurité liée aux arrondis. Mais vu les avantages, on voit plus de plongeurs avec un ordinateur que sans. C'est souvent l'un des premiers équipements dans lequel on investit. Dans le module 5, vous en apprendrez plus sur la plongée efficace avec un ordinateur. Les ordinateurs et les tables vous donnent le temps maximum sans palier de décompression et la courbe de sécurité. Ils tiennent compte de l'azote absorbé lors des plongées précédentes. C'est parce que quand vous faites surface, vous avez encore de l'azote en excès. C'est l'azote résiduel. En théorie, il faut plusieurs heures, parfois même une journée, pour que tout l'azote résiduel soit éliminé. Si vous replongez avec de l'azote résiduel, vous faites une plongée successive. Il faut tenir compte de l'azote résiduel dans votre corps pour déterminer la courbe de sécurité de la plongée successive. Avant la première plongée, votre niveau d'azote est normal. En fin de plongée, vous remontez dans des limites acceptables, mais avec plus d'azote que la normale. Durant l'intervalle de surface, votre corps élimine une partie de cet azote. Mais lors d'une plongée successive, votre niveau d'azote sera celui de la fin de cet intervalle, plus l'azote absorbé lors de la plongée successive.
La table de plongée loisir et les ordinateurs vous permettent de suivre ce niveau théorique d'azote afin de déterminer votre temps de plongée sans palier. Le temps qu'il faut attendre pour que la plongée ne soit pas une plongée successive dépend de la table ou de l'ordinateur. Avec la TPL, au-delà de 6 heures, l'azote résiduel est négligeable. Si vous replongez dans les 6 heures, il faudra tenir compte de cet azote résiduel, ce qui est facile avec la TPL. Vous apprendrez à utiliser la TPL grâce au manuel qui est livré avec. Mais avant de commencer, voyons les règles générales à suivre lorsque l'on utilise la TPL. Le temps de plongée est le temps total en minutes depuis le début de la descente jusqu'au début de la remontée directe vers le palier de sécurité et la surface. Certains plongeurs comptent de la descente jusqu'à la surface, ce qui est judicieux car plus conservateur que la vraie définition du temps de plongée. Planifiez les plongées à moins de 10 mètres comme ayant lieu à 10 mètres. Utilisez les temps et profondeurs exacts sur la TPL. Si les paramètres tombent entre deux valeurs, tenez compte des profondeurs et des temps supérieurs. Remontez au maximum à 18 mètres par minute. Plus lentement, c'est mieux. Soyez safe. Slowly ascend from every dive. Soyez conservateur et restez bien en deçà des limites de la TPL. Évitez les limites maximales. Pour une plongée en eau froide ou dans des conditions difficiles, planifiez la plongée comme étant plus profonde de 4 mètres. Planifiez les plongées successives pour que les profondeurs soient égales ou décroissantes. La grande majorité des données scientifiques sont basées sur cette planification de plongée de moins en moins profonde, qui a fait ses preuves. Limitez les plongées successives à 30 mètres ou moins. Limitez la profondeur à votre expérience et à votre formation. Pour les nouveaux open water divers, c'est 18 mètres. La limite recommandée en général est de 30 mètres et la limite absolue en plongée loisir est 40 mètres pour ceux qui ont l'expérience et la formation requise. Respectez bien les limites de la TPL. Notez que 42 mètres n'apparaissent sur la TPL que pour les cas d'urgence. Ne plongez pas à cette profondeur. Vous êtes maintenant bien à l'aise dans l'eau. Bien. Alors voyons le programme de la 4e plongée en milieu protégé. Pour commencer, vous ferez quelques exercices sans scaphandre, en plongée libre. Pourquoi ? Parce que la plongée libre va de pair avec la plongée bouteille. C'est un bon moyen de repérer un site de plongée potentiel ou de se balader dans une eau très peu profonde. Vous utilisez le même matériel que pour la plongée scaphandre, sauf le scaphandre. Vous mettrez moins de lest que d'habitude pour être en flottabilité positive ou vous utiliserez un gilet de snorkeling. Sans bouteille, vous retenez forcément votre respiration quand vous descendez voir quelque chose. Pour accroître ce temps d'apnée, vous pouvez faire de l'hyperventilation, c'est-à-dire 3 ou 4 respirations profondes et rapides avant l'apnée. Cela réduit le gaz carbonique dans le corps et comme c'est lui qui stimule la respiration, vous restez plus longtemps avant de ressentir le besoin de respirer. Mais pas plus de 3 ou 4 hyperventilations. Sinon, vous éliminez tellement de gaz carbonique que votre corps arrive à court d'oxygène avant de sentir le besoin de respirer. C'est la syncope sans avertissement et la noyade. À éviter absolument. Ne vous hyperventilez pas trop. Reposez-vous aussi 1 minute